les dates ils sont correctes. Je m'ai aperçu que le dernier 100% au marché, on avait encore 2017 pour les nouvelles, les autres dates en fait. Donc voilà, ça n'allait pas du tout. Donc aujourd'hui, BNP, évidemment, comme d'habitude, très très heureux d'accueillir Laurent Albi, le président de la FAT. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Pour faire cette super webinaire où Laurent va analyser les derniers mouvements du marché. Est-ce qu'il a beaucoup marché le marché, bougé le marché cette Non, semaine ou pas? non, Falco, il n'y a pas eu de grands mouvements Ah, et c'est la raison pour laquelle, puisque il y a eu une actualité un petit peu calme, que j'ai décidé de faire un gros webinaire cette semaine avec beaucoup de contenu. On va parler du lien entre l'euro-dollar et les actions européennes, ah, parce que ça, c'est un sujet qui revient très, très souvent un petit peu partout. Et on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Donc, une première partie, comme d'habitude, Falco, avec le le CAC CAC. 40 à Voilà, court terme. Hein, on va quand même le en même surveiller, temps. notre CAC national, voir ce qu'il fait. Bon, il n'est pas trop dissipé en ce moment, donc ça va aller relativement vite. On va regarder donc ensuite l'euro-dollar et sa corrélation avec l'Eurostoxx 50. Ensuite, on va regarder des secteurs qui me plaisent bien, moi, qui sont Ah, bien orientés. Il y en a trois en Europe, l'industrie, les matériaux de base et la chimie. C'est des secteurs qui sont non seulement bien structurés à la hausse, mais qui, en termes de force relative, sont également intéressants, c'est-à-dire qu'ils progressent plus vite que le reste du marché. On va regarder ça ensemble. Ça peut peut-être vous donner des idées pour aller chercher des sous-jacents qui appartiennent à ces secteurs. En tout cas, moi, il me semble que ce sont des segments de marché intéressants à considérer. Et puis, toujours nos questions, hein, Falco, qui arrivent tout au long de la semaine. Alors, c'est vrai, il y en a beaucoup. Alors, on va forcément en frustrer quelques-uns parmi vous, mais ça ne dure qu'une seule heure. Donc, on ne peut pas tout traiter. On a retenu cette semaine Air France de Richebourg dans le secteur industriel, même si ce sont deux sous-secteurs très différents. Le secteur des matériaux de base avec Bélier, une petite capitalisation, pardon, mais alors quelle tendance sur Bélier? On va regarder ça ensemble. C'est Étienne qui nous a parlé de cette action. Secteur de la santé qui est toujours aussi moche avec Roche, on va le voir, donc Laurent, action. montre juste ton écran, comme ça on Absolument. voit exactement ce que tu veux, de quoi tu parles en fait, parce que là, il y a le sommaire du Voilà, webinaire, donc qui du n'est coup, pas voilà. Laurent. Vous avez donc le sommaire sous les yeux. Merci de nous avoir indiqué que je n'avais pas partagé mon écran. Donc, secteur de la santé avec Roche, secteur de la technologie, Falco, parce que souviens-toi, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de Non, regarder SAP ensemble. Alors, on va le faire c'est cette pour semaine. Pascal d'ailleurs. Voilà. Et alors, chers auditeurs, tenez-vous bien parce que cette semaine, les devoirs commencent. Donc, j'ai Ouh préparé là 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 là. quelques exercices pour bien vérifier Il faut que un stylo et du papier ou pas? éventuellement, mais j'ai Ah, mis c'est les pas une questions, dictée, c'est pas non, une non, dictée. Ah, j'ai mis les d'accord. questions à l'écran pour bien vérifier que vous suivez hein, les concepts d'analyse qu'on vous présente semaine après semaine. Donc, des questions, ne vous alarmez pas, vous ne serez pas notés, mais Pas encore, pas ça encore. arrive, ça arrive. Mais vous allez devoir néanmoins travailler parce que qu'est-ce que c'est le but de cette émission? C'est de vous rendre indépendant et de vous permettre, quand vous êtes tout seul chez vous, eh bien, de faire des analyses de qualité. Donc voilà, le moment est venu, puisque ça fait à peu près une quarantaine de webinaires qu'on a fait ensemble, eh bien, le moment est venu de passer à l'action en ce qui vous concerne chez vous et de faire les analyses vous-même, bien évidemment. On corrigera ensemble. Super. Voilà, Donc on donc commence ou eh pas? ben, allez, c'est parti. Allons-y alors. On va regarder le CAC 40. Le CAC 40, donc en hebdomadaire dans un premier temps. Bon, regardez, je vous ai dit qu'il avait été calme, hein, ce CAC 40. Regardez la taille des bougies en haut à droite de l'écran. Des corps vrais, des bougies qui sont très petits, avec des cours de clôture hebdo très proches des cours d'ouverture. Cette semaine, on fait une petite bougie noire. Pas de message particulier avec cette bougie, si ce n'est qu'il y a un désintérêt pour le moment du marché sur ces niveaux. On peut peut-être anticiper le retour des opérateurs sur un franchissement de la résistance. Là, pour le moment, on voit que ces bougies montrent qu'on est dans une phase statique. Alors, cela dit,
On est quand même en présence d'une moyenne mobile à 34 périodes qui est haussière, qui a été un support dynamique. On est dans cette consolidation de moyen terme sur la borne haute, vraiment au contact de la résistance. On voit que cette résistance, pour le moment, elle ne déclenche pas des opérations de vente significatives. Autrement dit, anticiper une rupture de cette résistance est un scénario qui peut être conservé, même si on n'a pas exactement l'itinéraire que va prendre l'évolution des prix avant ce franchissement de résistance. On pourrait tout à fait retourner sur 5430, recharger un petit peu d'énergie et puis ensuite repartir sur 5540 et franchir. On peut au contraire continuer de stationner sur ces niveaux et dépasser cette résistance. Du point de vue du RSI, pas grand-chose à dire. Un support qui a été trouvé sur les 50 points, c'est pas mal. On a eu une accélération haussière avec, vous voyez, ces deux bougies blanches. Pour le moment, on fait un petit pullback. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez savoir, c'est que toute l'analyse graphique qu'on fait habituellement sur les prix fonctionne sur le RSI. Autrement dit, on peut tracer des lignes de tendance, on peut évoquer des niveaux de polarité. Je vous dis ça parce que, regardez, on a eu ce petit niveau à 58 qui a été résistance par 2 fois avec un RSI qui retourne dessus. On pourrait tout à fait profiter de ce retour pour voir un RSI repartir à la hausse, donc à surveiller. Mais en tout cas, cette semaine a été, comme la semaine dernière, relativement calme sur l'indice parisien. Quand on regarde le CAC 40 en clôture quotidienne, bon, on est toujours dans cette phase de consolidation latérale. Regardez, on pourrait peut-être éventuellement commencer à évoquer un petit drapeau qui se serait formé sous la résistance. Alors, je le rappelle, hein, les drapeaux, ce sont des figures de continuation haussière quand la tendance l'est également, et le contraire est vrai. Là, en l'occurrence, on a une impulsion avec une consolidation donc, qui peut être envisagée comme un drapeau. Le signal de reprise de la tendance, il se ferait donc à la fois pré-signal sur la rupture de la borne haute du drapeau et puis bien évidemment sur le franchissement des 5540 points. Donc, pour que ce drapeau reste d'actualité, il faut qu'on en sorte vite, puisque ce sont des figures qui sont compactes à la fois dans la durée et dans le range. Donc, le range, on voit qu'il est compact. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'attarde trop à l'intérieur de ce drapeau. D'autant plus qu'on a une moyenne mobile à 10 périodes exponentielles qui vient en support dynamique. Autrement dit, on est potentiellement sur un niveau de redémarrage de ce mouvement et il pourrait avoir lieu tout à fait entre demain et début de semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'on va traîner beaucoup plus et que le scénario numéro 2, c'est-à-dire le retour sur 5427 points, peut tout à fait donc prendre corps. Le RSI, lui, il est allé chercher une zone de surachat, il fait un petit pullback, rien de particulier à signaler, il est quand même encore positif. Du côté de l'ADX, il n'y a rien à dire puisqu'en fait on n'a pas de tendance, donc l'ADX n'est pas pertinent. Voilà pour la lecture hebdomadaire habituelle du CAC 40. Si vous n'avez pas de questions sur l'évolution de l'indice, on peut directement passer au chapitre numéro 2, à savoir le lien entre l'euro-dollar et l'Eurostoxx 50. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question, en fait, c'est de la part de notre spectateur Daniel, qui dit que les cours ont rebondi comme une balle de ping-pong en milieu d'après-midi quand on a touché le 5473. Oui, alors regardez ce que dit Daniel, je vais zoomer. Voilà, je zoome. Les 5473, vous voyez, ils sont là. On a effectivement la mèche basse de la bougie d'aujourd'hui qui montre le rejet des 5473 au milieu du gap. Bon, Daniel, ça veut dire peut-être que demain, il va y avoir justement ce que les Anglais appellent le follow-through, c'est-à-dire la continuation de ce rejet et le dépassement de la borne. Malgré tout, on voit qu'on a un corps de bougie qui n'est pas insignifiant, il est quand même, vous le voyez, assez significatif. Donc, je suis neutre. Moi, les signaux, je les attends.
je n'initierai pas une position longue maintenant sur le CAC 40 à l'intérieur du flag. Si effectivement, on a effectivement une figure de continuation haussière, alors on va avoir un très beau potentiel haussier vers les 5640 points. Ça nous laisse le temps de rentrer. Donc, effectivement, 5473 qui a été rejeté, mais encore faut-il que demain, on ait la continuation de ce rejet de ce soir. Et il y a Chaussé qui pose la question divergence sur la RSI, important ou pas? Non, je ne vois pas, moi, de divergence, José, sur le RSI, puisque regardez, il a fait un pic ici, et les prix ont consolidé par la suite, et le RSI, il consolide lui aussi. Donc, je ne vois pas de divergence. On a un RSI qui suit gentiment l'évolution des prix. On peut avoir un retour donc, de la force acheteuse si on a le dépassement de ce petit niveau à 65, un RSI qui est très bullish, José. Donc voilà, en fait, on a un CAC qui a pris son temps après la très forte hausse de ces 5 séances. Il consolide, c'est-à-dire qu'il est allé un petit peu trop haut, trop vite. Cette consolidation, elle est saine, et pour le moment, on peut tout à fait conserver cette lecture en drapeau. Encore faut-il qu'on arrive à franchir ce niveau. Allez, on passe maintenant au lien entre l'euro-dollar et les valeurs européennes. Alors, j'ai eu envie de vous parler du lien entre l'euro-dollar et les equities européennes, parce que c'est vrai qu'on voit souvent un petit peu partout, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias, que la force de l'euro est un facteur de baisse pour le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. Alors, c'est intéressant de voir ce que dit l'analyse technique, ou ce que montre plutôt l'analyse technique par rapport à ce constat. Et donc, vous avez un chart qui est divisé en 3. En haut, vous avez le CAC 40 depuis 2014. Au milieu, vous avez l'évolution de l'euro, de l'euro-dollar. Et en bas, vous avez un coefficient de corrélation entre les deux, un coefficient de corrélation sur 120 périodes, ce qui fait à peu près 4 mois. Donc, on va regarder ensemble quelles sont les corrélations positives ou négatives sur 4 mois entre le CAC et l'euro-dollar. Le coefficient de corrélation, très rapidement pour le comprendre, il faut savoir que quand il se rapproche de 1, où nous avons une corrélation positive entre les deux sous-jacents, quand il se rapproche de -1, ça veut dire qu'on a une corrélation négative entre les deux actifs. Et quand il est autour de 0, cela signifie qu'il n'y a pas de corrélation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une corrélation de 1? Ça veut dire que si, par exemple, le CAC 40 progresse d'un certain nombre de points en pourcentage, eh bien, on va avoir l'euro-dollar qui va lui aussi progresser d'un certain nombre de points en pourcentage, et que chaque fois qu'on retournera sur 1, on aura la même échelle de grandeur et de progression entre le CAC et l'euro. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont tous les deux dans le même sens. Quand au contraire, on a une relation de -1, ça veut dire qu'il y a une espèce d'asymétrie parfaite entre l'indice et la devise, et que quand l'euro va monter, le CAC va descendre. Alors regardez, qu'est-ce que nous dit le chart? Il y a 3 couleurs sur le chart, une zone grise, des zones rouges et des zones vertes. Les zones grises, c'est quand il n'y a pas de corrélation. Les zones rouges, c'est quand il y a une corrélation négative. Et les zones vertes, c'est quand il y a une corrélation positive. Alors, on va prendre le chart à partir de la gauche et on va regarder ce que ça donne. Première partie, vous le voyez, c'est le premier semestre 2014. On a une corrélation qui tourne autour de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mouvement sur l'euro n'a pas d'impact particulier sur le CAC. On voit un euro, regardez ici, qui est d'abord flat
et qui baisse. Et on voit un CAC, lui, qui reste totalement flat puisqu'il est dans un trading range entre 4200 et 4600 points. Ensuite, ça devient intéressant parce que vous voyez, on a la corrélation qui monte à 0,50. Alors, une corrélation qui monte à 0,50, ça veut dire qu'on a pas de corrélation ou très peu de corrélation, mais on voit ici qu'on descend jusqu'à -1. Quand on descend, excusez-moi, quand on descend sur un coefficient à -1, ça signifie que sur la période considérée, c'est-à-dire les 120 jours précédents, on a une corrélation qui est très négative entre l'euro et le CAC. Et regardez, on l'a ici, cette corrélation très négative. Fin 2014, début 2015, on a un euro qui est très baissier et un CAC qui est très haussier. Et donc, ils évoluent tous les deux en sens inverse. Et comme ils évoluent en sens inverse, on a un coefficient de corrélation qui est négatif. Et ça se retrouve ici. Ensuite, c'est toute cette zone grise entre mi-2015 et mi-2016 où on n'a pas de corrélation entre les deux actifs. On a un CAC qui baisse et puis qui remonte, enfin qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte. Et puis on a un euro qui fait lui aussi ce qu'il veut. Autrement dit, il n'y a pas d'impact de l'euro sur le CAC. En fait, l'euro est confiné à l'intérieur d'un range entre 1,15 et 1,05. Et à l'intérieur de ce range, on a un CAC qui vit sa vie, qui baisse d'abord et puis qui se reprend ensuite, qui a des phases de reprise, des phases de forte baisse. Mais vous voyez, quand il y a cette forte baisse fin 2015, début 2016 sur le CAC, ça ne correspond pas du tout à une forte hausse de l'euro. Donc, on a une zone où il n'y a pas de corrélation. Mi-2016, on a une corrélation négative qui se retrouve ici avec un CAC qui monte et qui monte parce qu'effectivement, il profite de la faiblesse de l'euro puisque vous voyez, on a un euro qui part sensiblement à la baisse. Mais après, on voit qu'il n'y a pas vraiment de corrélation ici puisqu'on a un euro qui ne fait pas grand-chose, qui est statique début 2017 et un CAC, lui, qui commence à monter. Ensuite, on arrive, vous le voyez, sur cette zone à 1. Et là, on a pour le coup un CAC qui monte, et on a un euro qui commence à progresser. Et ensuite, on retourne sur -1. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un euro qui progresse ici et un CAC qui baisse. Donc là, il y a effectivement une corrélation négative. Et là, où est-ce qu'on est? On est sur une corrélation qui est quasiment égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Que justement, les deux actifs, la devise et l'indice, ne sont pas impactés l'un par l'autre. C'est-à-dire, en tout cas, c'est certainement pas le CAC qui va impacter l'euro. Mais vous voyez, la force de l'euro, eh bien, en fait, elle n'empêche pas le CAC de monter. Et donc, on a une corrélation qui est égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation. Alors, pourquoi ce chart, il est intéressant? Parce qu'en fait, il montre qu'il ne faut pas avoir des raisonnements trop simples qui consisteraient à penser que dès que l'euro va monter, le CAC va baisser. En revanche, ce qu'on peut dire, parce que c'est une vérité, c'est que la force de l'euro n'empêche pas le CAC de progresser à la hausse, mais c'est malgré tout un frein de progression à la hausse. Alors, je rappelle que l'euro en 2017, il a pris à peu près 12% d'appréciation et le CAC 40, il a pris 10%. Alors, si effectivement l'euro avait moins progressé, le CAC 40 et les autres indices européens auraient sans doute eu une progression beaucoup plus significative. Mais on ne peut pas dire que dès que l'euro se met à monter, que le CAC va baisser. Non, pas du tout. Le fait que l'euro va monter, ça va freiner la progression du CAC. Mais ça ne va pas forcément signifier que parce que l'euro monte, alors le CAC, le DAX et les autres indices européens dont les actions sont libellées en euros vont forcément baisser. Alors, cela dit, et on va regarder ça ensemble tout à l'heure,
la progression de l'euro, il va y avoir un moment où elle va devenir handicapante et de manière significative sur les indices. Autrement dit, ce seuil, moi, je l'identifie autour de 1,25, 1,30. C'est effectivement sur ces niveaux de l'euro par rapport à dollar, c'est-à-dire qu'un euro vaudra 1,25 ou 1,3 dollars. Si on arrive, et ce n'est pas un scénario qui doit être mis de côté dans l'immédiat, si on arrive sur l'euro à retourner sur ce 1,25, 1,30, alors il y a des chances de retrouver une corrélation négative entre les deux sous-jacents. Mais pour le moment, on voit bien qu'on est dans un épisode où finalement l'euro est en pleine progression et le CAC, pour le moment, n'en souffre pas particulièrement. Évidemment, il a du mal à franchir sa résistance et on peut évidemment dire que si l'euro n'avait pas été aussi fort depuis novembre, peut-être que le CAC aurait déjà franchi, peut-être. En tout cas, le fait que l'euro progresse, c'est un frein, mais ça ne veut surtout pas dire que parce que l'euro progresse, le CAC, lui, va baisser. Est-ce qu'il y a des questions sur ces corrélations? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous voulez que je reprenne rapidement? Je regarde ça tout de suite. Oui, il y a des questions qui étaient cachées. Voilà, donc... là, c'est le remonte. Donc, il y a Hubert qui pose la question, si l'euro monte de trop, cela va pénaliser l'action comme Airbus. Oui, alors de toutes les façons, toutes les entreprises qui sont exposées au risque de change vont évidemment souffrir de l'appréciation de l'euro. Donc Airbus en fait partie, mais tous les exportateurs, parce que finalement, les exportateurs européens, quand ils font des affaires avec les autres pays, la facturation se fait en général en dollars US. Donc, de toutes les façons, le cours de l'euro-dollar est extrêmement important parce que pour une entreprise qui vendrait ou qui importerait des composants électroniques de Taïwan ou de Hong Kong, eh bien, ces transactions se feraient en dollars US. Donc, il y a évidemment un risque important, un risque de change qui va forcément pénaliser ou favoriser les entreprises qui importent ou qui exportent en fonction de la direction de l'euro. Effectivement. Et Pascal ajoute, sauf si elles se couvrent avant, évidemment. Ben, ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Si les entreprises font déjà les hedges avant concernant les taux de monnaie, c'est différent. Absolument. Et il y a Thomas qui pose la question, où est-ce qu'on peut trouver ces graphiques de corrélation, en fait? Alors, ces graphiques de corrélation se trouvent sur un site américain qui s'appelle stockcharts.com. C'est un site qui est payant et je vous invite à aller dessus et de voir les coûts d'abonnement. Ça ne va pas chercher très loin, hein. On est sur des zones de prix qui vont entre 15 et 20 euros mensuels. Pour vous donner donc une idée. Mais c'est extrêmement important de pouvoir faire ce travail de corrélation et d'identification en fait d'asymétrie possible entre les sous-jacents parce que ça vous évitera de faire des erreurs et par conséquent de faire peut-être, en tout cas je l'espère, de meilleures analyses et de meilleurs trades. Mais je crois que le message d'aujourd'hui, c'était surtout de vous permettre d'arriver à vous décrocher de tous ces messages qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans les médias, comme quoi un euro fort, ça fait baisser le CAC. Non, un euro fort, ça va gêner la progression haussière du CAC, ça peut également le faire baisser, mais ça ne va pas systématiquement enrayer ou en tout cas faire baisser le CAC 40. Alors, dernière question oui. de Henri, si tu permets, il propose surtout qu'il faudra peut-être comparer la seule performance du CAC par rapport au Dow plutôt que la performance du CAC seul. Alors, répète, Falco. Excuse-moi. Donc, il faudra peut-être comparer la surperformance du CAC par rapport au Dow plutôt que la performance du CAC seul, en fait. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais en tout cas, ce que j'ai fait là avec ce chart, c'est que j'ai comparé justement la performance de l'Eurostoxx et du S&P depuis 2017. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Dans leurs monnaies respectives, on voit un S&P qui a progressé de 24%
entre le 1er janvier 2017 et aujourd'hui. On voit un Eurostoxx qui, pendant la même période, lui, a progressé de 10%. Donc, on voit une très nette surperformance des indices américains lorsqu'ils sont libellés en dollars. Quand on divise le S&P par l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on voit depuis début 2017? Que sa progression est de 7%. Ça veut bien dire, et la progression de l'Eurostoxx est de 10%. Ça veut bien dire que l'euro a une incidence évidente sur la progression des indices européens et que c'est en l'occurrence un facteur de sous-performance pour les indices européens. Mais s'il y a quand même de l'appétit acheteur pour les equities en Europe, la force de l'euro va freiner la progression des indices, mais encore une fois, ne va pas les empêcher de monter. Pour rappel, 2017, on est à 10% sur l'euro et le CAC, et à peu près de mémoire la même chose sur l'Eurostoxx 50, un petit peu moins. Donc c'est vrai qu'avec un euro qui aurait progressé beaucoup moins vigoureusement, on aurait eu un Eurostoxx qui serait monté beaucoup plus. Et de la même manière, vous ne l'avez pas ici, mais si on divise la progression de l'Eurostoxx par les cours du dollar, ce n'est pas du 10% qu'il aurait donné, mais beaucoup plus. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que pour un investisseur américain, si investi en dollars, s'il avait acheté donc des actions européennes, il aurait été pénalisé, mais si un investisseur européen avait acheté des actions américaines, il aurait profité de la force de l'euro. Voilà, donc tout ça, c'est pour montrer que les devises, ça a un effet évident qu'il faut prendre en compte quand vous commencez à investir sur des marchés étrangers, et vous pouvez investir sur des marchés étrangers parce qu'aujourd'hui, vous avez accès à toutes les bourses américaines et que par conséquent, vous pouvez tout à fait acheter des ETF libellés en dollars. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir des fonds dans des SICAV qui sont exposés sur les marchés américains. Donc, il faut bien faire attention et ne pas être surpris si la performance de vos ETF libellés en dollars, ça ne donne pas ce que donnent les charts quand ils sont libellés en dollars. Il faut les retraduire en euros pour voir effectivement ce que votre portefeuille a fait. Il y a une vraie différence entre la performance du S&P et de l'indice et la performance du S&P dans votre portefeuille, où là, ça ne sera pas exactement la même chose. Voilà, on a terminé donc avec ce lien entre l'euro et l'euro face au dollar et les indices européens, avec donc en synthèse, vous l'avez compris, un euro fort, ça contrarie la progression des indices sans toutefois les retourner à la baisse forcément. Alors maintenant, on va regarder trois secteurs dont je vous disais tout à l'heure qu'ils ont retenu mon attention parce qu'ils sont à la fois dans des dynamiques qui sont haussières, mais surtout, ils ont des forces relatives qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent qu'être positionné sur ces secteurs, c'est intéressant. Alors, le premier, c'est les valeurs industrielles, biens et services industriels. En haut, vous avez le chart lui-même qui, vous voyez, donc montre que le secteur progresse. Et en bas, vous avez la force relative face au Stoxx 600. C'est intéressant parce que vous voyez ici, on avait une résistance sur le secteur. Ce niveau a été dépassé. Il est devenu potentiellement support, puis support avéré, vous le voyez avec cette polarité ici qui a été confirmée, et on repart à la hausse. Donc on a un secteur industriel qui est fort et qui est en train donc de tester son précédent sommet. Et quand on regarde la force relative du secteur face au Stoxx 600, on voit là aussi qu'on a une très belle progression, c'est-à-dire que en fait le secteur industriel, ou plutôt les valeurs qui constituent le secteur industriel, progressent plus vite que le Stoxx 600 dans son ensemble. Donc c'est intéressant de chercher des valeurs industrielles à mettre en portefeuille parce que justement, elles vont vous donner ce qu'on appelle de l'alpha, c'est-à-dire une progression plus rapide que leur indice de référence. Là aussi, sur la force relative, il faut savoir que les ratios se prêtent à tout ce qui est l'arsenal classique de l'analyse technique, c'est-à-dire
les lignes de tendance, les supports, les résistances, les polarités, les triangles, les tête-épaules, tout fonctionne. Et là, on voit donc sur la force relative du secteur industriel que là aussi, on a franchi la résistance, on est allé la chercher comme support, et puis on repart à la hausse et on franchit le dernier sommet. Donc, on a un secteur industriel qui reste toujours très bien positionné sur le prix et en force relative. Merci Laurent. Petite question de Eric. Combien de valeurs dans ces secteurs? Je ne sais pas, Eric. Et ça, je pourrais vous le dire la semaine prochaine. De mémoire, il doit y avoir environ une trentaine de valeurs sur les biens et les services industriels. On doit être entre 25 et 35. Et est-ce que, Pascal demande, est-ce que vous pourrez citer quelques valeurs en fait? Oui, alors c'est des valeurs comme Airbus, ce sont des valeurs comme SPI, toutes les valeurs en fait qui sont liées au secteur industriel. Voilà, donc c'est pas de l'énergie, c'est pas des ressources de base, c'est vraiment les titres comme Vinci voilà, qui mettent en place des grosses infrastructures routières, c'est ce type de valeur. Ok. Deuxième secteur qui retient mon attention. Alors le premier, c'était, il faut que vous écoutiez bien parce que vous allez voir, la conclusion va être intéressante pour l'ensemble du marché. Deuxième secteur qui est intéressant, c'est les ressources de base. Regardez, sur le secteur lui-même, il y avait une résistance et puis elle a été franchie et on est en pleine accélération. Ce qui est intéressant sur la force relative, c'est qu'on retrouve cette dynamique et vous le voyez ici, depuis de toutes les manières, mi-2016, mais particulièrement depuis ces dernières semaines, on a des ressources de base qui progressent beaucoup plus vite que le Stoxx 600. Donc là aussi, ça vaut le coup de considérer les valeurs qui font partie du secteur. Alors là, en fait, ce que je vous donne, ce sont des guidelines, c'est-à-dire que je vous dis, les ressources de base, c'est un secteur qui se porte bien et qui surperforme le reste du marché. Ça ne veut pas dire que toutes les actions du secteur Basic Resources vont surperformer le marché. Il y a à l'intérieur des champions et des canards boiteux. Mais en tout cas, ça vous donne une première lecture. Puis si vous cherchez des valeurs, vous pouvez le faire avec une approche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire que vous allez chercher valeur par valeur, celles qui sont décotées, et puis vous allez regarder chart après chart que font les structures et essayer de trouver des structures de prix qui vous donnent des signaux. L'approche inverse, c'est de vous dire, je vais plutôt chercher les secteurs qui surperforment, plutôt chercher les valeurs qui surperforment à l'intérieur de ces secteurs, parce que c'est là que l'argent afflue. Quand vous avez un secteur Basic Resources qui, depuis juillet, surperforme le Stoxx 600, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des investisseurs? Qui sont en train d'acheter les actions. C'est-à-dire que l'argent est en train de rentrer de manière plus vigoureuse sur ce secteur que sur l'ensemble du marché. Chaque fois qu'il y a 1 euro qui rentre sur le marché boursier Stoxx 600, il y a peut-être 1,20 € ou 1,30 € qui rentre sur les Basic Resources. C'est pour ça que la force relative, le ratio, montre cette progression. Et c'est pour ça qu'il faut chercher, a priori, des valeurs dans ce secteur. Et ça, c'est vraiment un champ d'application de l'analyse technique qui est très facile à mettre en œuvre. Visuellement, ça saute aux yeux, les secteurs qui surperforment et ceux qui sous-performent. Et d'un seul coup d'œil, vous pouvez voir qu'est-ce qui est intéressant d'envisager comme secteur. Donc, Basic Resources, là aussi, on avait une résistance, elle est dépassée, petite polarité ici, et on continue la belle progression. Dernier. Petite question, oui. Basic Resources, Eric et Pascal, ils n'ont pas demandé, mais à mon avis, ils se posent la question devant leur écran. C'est quoi comme action Basic Resources? Alors, c'est toutes les actions de sociétés qui vont exploiter les matières premières et qui vont les vendre, qui vont être des fournisseurs à l'industrie. Donc, c'est par exemple tous les Glencore, tous les négociants anglais sur le FTSE 600. On a beaucoup de valeurs qui sont des minières et qui sont donc des valeurs qui sont des sociétés qui vont exploiter des champs de matières premières, des champs miniers,
des minerais, des métaux industriels et qui vont ensuite les vendre à l'industrie. Il y a Thomas qui pose la question, et Ramet qui dit Jacqueline. Oui. Oui, par exemple. Absolument. Bravo Jacqueline. Absolument. Il y a Thomas qui pose la question. Donc, on peut du coup aussi rechercher une action qui surperforme une secteur et qui surperforme le marché. Absolument. 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 Ouais. Alors, on reprend le raisonnement. Si vous avez un secteur qui surperforme le marché, ça veut dire que vous avez déjà trouvé votre terrain de jeu. Si après, vous faites un ratio entre les entreprises qui constituent, qui composent, qui constituent, qui sont les composants de ce secteur, et que vous faites un ratio entre ces sociétés-là et le secteur, et que le ratio monte, qu'est-ce que vous avez? Un champion. Vous avez la crème de la crème. C'est-à-dire que vous avez une valeur qui va aller beaucoup plus vite que son secteur, qui lui-même va beaucoup plus vite que le marché. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce type d'analyse parce que ça va finalement canaliser votre attention. Vous ne pouvez pas passer en revue 600 actions du stock 600. Et encore, ce sont les 600 plus grosses capis, c'est l'équivalent du S&P 500. Il y en a beaucoup plus. Donc, il faut bien que vous mettiez en place des règles pour aller beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas un cabinet de gestion, vous êtes tout seul chez vous ou toute seule chez vous. Et donc, c'est là où l'analyse technique est merveilleuse. C'est là où elle vous donne des raccourcis extrêmement intéressants, puisque tout de suite, en un coup d'œil, il y a 19 secteurs, il n'y en a pas 150. Donc, vous passez en revue les 19 secteurs, vous identifiez les 4 ou 5 qui surperforment, vous laissez tous ceux qui sous-performent et vous gardez ceux qui surperforment et ceux qui sont en ligne avec le marché. Et ça va vous donner donc un périmètre d'intervention à l'intérieur duquel vous allez chercher des actions et vous avez beaucoup plus de chances, évidemment statistiquement, d'avoir des actions qui gagnent et de gagner de l'argent puisque vous aurez identifié là où les gérants vont. Parce qu'en fait, c'est ça ce que montre le chart. Le chart vous montre où vont les institutionnels, où vont les professionnels, dans quel secteur ils vont aller mettre leur argent. Et donc, vous allez les suivre. Et donc, je trouve que c'est un outil qui est très facile à comprendre, très facile à mettre en œuvre et qui rend des services vraiment extrêmement intéressants. Laurent, avant de passer dans le secteur des chimies, Oui. Arcelor, c'est aussi un truc de ressource de base. Oui, absolument. Comme fameux Uber. Alors, attendez, je ne sais pas pourquoi je suis sorti de mon plein écran. Thomas, d'ailleurs, est très, très content de la réponse. Donc, vraiment intéressant. Et il y a Christophe qui pose la question s'il y a une ETF pour ces trois secteurs. On ne sait pas, non? Si. Alors, il lit dans mes pensées. Il lit dans tes pensées. Parce que effectivement, c'est ça aussi. Bravo. Effectivement, si vous n'avez pas le temps de chercher les valeurs qui composent le secteur et de chercher les meilleurs, vous pouvez acheter un ETF. En achetant un ETF qui suit le secteur, et alors là, il y a vraiment beaucoup d'émetteurs, ce n'est pas du tout l'objet de ce webinaire de vous dire où est-ce que vous pouvez aller les chercher, mais évidemment, BNP a une liste assez intéressante d'ETF. Vous pouvez effectivement chercher des ETF, des trackers qui vont dupliquer, craquer la performance des secteurs. Et là, pour le coup, vraiment, le rapport temps passé gain est intéressant parce que dès que vous avez identifié votre secteur, vous allez chercher l'ETF qui correspond bien, vous l'achetez et puis vous suivez. Et puis dès que vous voyez que la force relative est en train de se retourner, ça veut dire que la surperformance est en train de s'amoindrir. Le secteur va performer en ligne avec le marché. Et puis il va peut-être même y avoir un moment où l'ETF va sous-performer. Regardez là, vous voyez par exemple sur la chimie, on a une force relative qui est baissière. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, on avait un secteur qui sous-performait le marché. Alors encore une fois, une petite digression. Le ratio qui baisse ne veut pas du tout dire que le secteur baisse. Hein. Attention, on parle de force relative. Vous devez comprendre le mécanisme. Autrement dit, si vous avez le secteur, si vous avez le marché qui baisse, mais que le marché va baisser de 10% sur un an. Et vous allez avoir l'ETF qui va lui baisser de 5%. Vous allez avoir un ratio qui monte. Ça veut bien dire que
la surperformance et la sous-performance, ce sont des données qui sont relatives, pas absolues. Si le Stoxx 600 monte de 10% et que le secteur monte de 15%, votre ratio va monter. Si le Stoxx 600 grimpe de 15% et que votre secteur grimpe de 10%, le ratio va baisser. Le ratio qui baisse ne veut absolument pas dire que le secteur baisse. Cela veut simplement dire que le secteur, par rapport au Stoxx 600, va aller moins vite dans la hausse et que si le ratio monte dans la baisse, ça veut dire que le secteur va baisser moins vite que le Stoxx 600. Dernier secteur, la chimie. Alors là, regardez, c'est intéressant parce que on a sur le ratio très belle polarité. Je vous disais que sur les ratios, les polarités et tout ce qui fonctionne en analyse technique fonctionne très bien. Résistance, on dépasse la résistance, on fait le pullback sur la résistance devenue support. Et moi, je trouve que c'est intéressant, ce ratio de force relative qui est là, parce que potentiellement, ça peut repartir à la hausse. Quand on regarde le secteur lui-même, tendance haussière, nouveau sommet, qui est allé chercher le précédent, les plus hauts de 2015. Et puis là, on a un secteur de la chimie qui est pour le moment en trading range et qui sous-performe le Stoxx 600. Comment on voit que le secteur de la chimie à court terme sous-performe le Stoxx 600? Parce qu'on a un ratio qui baisse ici. Sauf que le ratio, il est sur un niveau de polarité et on pourrait tout à fait avoir un redémarrage du secteur de la chimie. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on a vu comme secteur qui m'ont plu et qui surperforment? La chimie, les ressources de base et les secteurs industriels. Qu'est-ce que c'est le point commun entre ces trois secteurs, d'après vous? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui voit quel est le point commun entre la chimie, les ressources de base et les valeurs, les biens et les services industriels? Alors, je vais vous le dire. Ah, il y a des gens qui répondent. Hausse capitalistique, le dollar. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme on dit? Non, on a alors, transformation, dit Pierre. Alors, oui, ok, vous avez raison. Mais dans l'exercice qu'on est en train de faire ensemble, ce qui est intéressant de constater, c'est que les trois secteurs qui m'ont plu ce soir, ce sont des secteurs cycliques. C'est-à-dire que la chimie, les biens industriels et les ressources de base, ce sont des secteurs qui sont constitués d'entreprises qui améliorent leur marge à quel moment? Quand il y a de la demande parce que le cycle économique repart. Okay? Ce sont des valeurs de croissance. Ce sont des valeurs qui souvent sont chères, elles ont des PER qui sont élevés, mais il y a des anticipations de croissance liées au cycle qui font qu'elles vont monter encore plus haut. Qu'est-ce que ça nous dit quand on a des valeurs cycliques qui surperforment le marché, d'après vous? Parce que c'est quoi le contraire des valeurs cycliques? Prochaine question. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, quand on a les investisseurs, ils ont toujours le choix. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la masse d'argent qui circule sur les marchés financiers, même si elle est considérable, elle n'est pas infinie. Et en fait, les gérants sont tout le temps en train de faire quoi? D'arbitrer. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, est-ce que l'argent de mes clients, je l'ai mis sur le segment de marché qui va me donner la meilleure performance? Okay? Ils sont toujours en train de réfléchir à ça. Donc, si les gérants, c'est-à-dire les pros, c'est-à-dire aussi bien les sociétés de gestion que les gros institutionnels, les sociétés d'assurance, etc., s'ils mettent leur argent, ou l'argent de leurs clients plutôt, et leur propre argent aussi d'ailleurs, s'ils placent leur argent sur des secteurs cycliques, ça veut dire que leur lecture du cycle économique est favorable et qu'a priori, ils anticipent une continuation de la hausse du cycle. Ça veut dire, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire plutôt pour l'ensemble du marché? Ça veut dire qu'en fait, on a des investisseurs qui ont de l'appétit pour le risque. C'est-à-dire qu'ils ont de l'appétit, ils ne vont pas mettre leur valeur, ou ils ne vont pas mettre leur argent plutôt sur des valeurs défensives, sur les télécoms, sur les utilities, des secteurs comme ça. Non, ils ne vont pas aller sur des secteurs value,
ils vont aller sur des secteurs où il y a des marges anticipées de progression opérationnelle, de bénéfices, etc. Tout ce qui fait l'analyse fondamentale, ils anticipent que ces fondamentaux vont continuer de s'améliorer. Donc ça, c'est un facteur qui est intéressant de comprendre quand on regarde la santé du marché dans son ensemble, parce que finalement, les pros se positionnent sur des secteurs cycliques et par conséquent, cela signifie qu'en tout cas, à 6 mois, c'est pas du tout quelque chose qui va durer, qui est inscrit dans le marbre et qui va durer ad vitam aeternam. Mais ça veut dire que sur un horizon de 3 à 6 mois, on a de l'argent qui rentre sur ce marché. Regardez, hein, je vous remontre les forces relatives. Ça, c'est de l'argent qui sort de secteur et qui rentre sur ce secteur. Là aussi, ça veut dire que sur les industriels, il y a de l'argent qui sort de la santé, il y a de l'argent qui sort des services aux collectivités, il y a de l'argent qui sort des médias et qui va rentrer sur ces secteurs-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance dans la durabilité, je ne sais pas si ça se dit, en anglais c'est sustainability, donc dans la capacité à continuer ce momentum. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà, et ce sera le mot de la fin sur cette analyse sectorielle, au-delà de la simple lecture des secteurs que vous pouvez faire, eh bien, la surperformance de certains secteurs par rapport à d'autres ou par rapport au marché va vous donner des indications sur la robustesse de la hausse ou de la baisse. Et donc, je vous invite vraiment, il y a beaucoup de littérature qui a été rédigée sur l'analyse sectorielle. C'est vraiment passionnant de comprendre comment les secteurs peuvent vous donner des indications vraiment intéressantes et qui ont de la valeur pour vos investissements. Parce que retenez toujours que là, quand vous avez un ratio qui monte, ce n'est pas des déclarations d'intention qui sont faites sur des avis qui sont donnés sur des secteurs qui vont monter ou descendre. Non, non, ça c'est l'empreinte de l'argent que vous voyez ici. C'est l'argent qui rentre sur les secteurs. C'est-à-dire que les gens, ils prennent position. Quand vous voyez un ratio qui monte, ça veut dire que les gens, les opérateurs, ils ont sorti leur argent, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un segment et ils le mettent ici. Donc ça, ce n'est pas des paroles, c'est des faits. Et donc, quand vous voyez un ratio qui monte, et en l'occurrence, mais ça peut être un ratio pays, vous pouvez tout à fait diviser les pays émergents par le stock 600 pour savoir risque de change annulé, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, si c'est intéressant d'aller sur les émergents ou pas. Donc, cette lecture en ratio, elle est tout bonnement passionnante et elle est source de gains si vous savez comment travailler les ratios, c'est-à-dire si vous avez lu, parce que tout passe par le livre, c'est pas, tout ne passe pas par ce que je vous dis moi, tout passe par le livre, parce qu'il va falloir que vous compreniez par vous-même comment ça fonctionne. Mais encore une fois, il y a beaucoup de littérature qui a été faite, qui a été conçue, rédigée sur ces forces relatives, et c'est vraiment l'un des terrains d'application où l'analyse technique vraiment brille et où elle vous donne vraiment des renseignements très utiles. J'ai, pas moi, mais plutôt Thomas. Il faut prendre la respiration. Tu veux voir peut-être quelque chose? Donc, dans la dernière semaine, en fait, tu avais aussi comment ça s'appelle? Un chat. Un chat dans la gorge. Un chat dans la gorge. Voilà, et cette année, donc, cette fois-ci, je cherche des bouteilles d'eau parce que ça, c'était vraiment pas possible. Donc, voilà, il y a Thomas qui pose la question. J'ai du mal à comprendre ce que signifie l'appétit pour le risque. Eh bien, l'appétit pour le risque, ça veut dire que chaque fois que vous allez placer 1 euro sur les marchés financiers, vous prenez le risque de voir votre euro disparaître. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en bourse, chaque fois que vous mettez 1 euro en bourse, le risque, c'est de perdre votre euro. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous mettez 1 euro sur le marché, pourquoi vous allez le faire? Parce que vous pensez que votre euro va se transformer en 1,30 € ou 1,40 €. Il n'y a aucune raison d'aller sur le marché si ce n'est parce qu'il y a une promesse que votre argent va s'apprécier. Si vous pensez que votre argent va se déprécier, vous allez le mettre sur le livret A ou vous allez le mettre sur des sous-jacents qui ne vont pas se déprécier. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, la période est un petit peu spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire, et que de mettre votre argent sur des fonds euros, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans un environnement de taux très bas. Mais cela dit, si vous avez des fonds euros, autrement dit des contrats d'assurance vie, qui vous payent, je ne sais pas, 2 euros, qu'est-ce que je raconte, 2% ou 2% et demi, bah, on a une inflation qui est de combien en zone euro?
Elle est à peu près d'1,8. Ça veut dire que si vous placez votre argent à 2,5 ou 3%, vous avez une appréciation garantie, puisque les fonds euros, c'est garanti, ben, qui va être d'un demi-point. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de cette rémunération parce que vous trouvez que c'est nul, ben, vous aurez raison. Et donc, que va vous dire votre assureur qui vous a vendu donc un contrat d'assurance vie? Eh ben, sortez l'argent des fonds euros pour le mettre où? En unité de compte. Et donc, qu'est-ce que c'est les unités de compte? C'est des compartiments d'actifs qui vont suivre les actions selon certaines modalités opérationnelles. Mais quand vous mettez votre argent en unité de compte, eh bien, vous vous retrouvez exposé sur les marchés boursiers. Or, vous avez bien vu avec ce qui s'est passé en 2000, en 2007, en 2011 même, en Europe, vous voyez bien que quand vous achetez une action d'une société, vous prenez un risque considérable. Ce n'est pas une créance, hein, ce n'est pas une obligation. Quand vous achetez une obligation au par et que vous allez au bout de la maturité, bah, vous ne prenez pas de risque. Sauf si effectivement l'émetteur fait défaut, mais c'est un autre problème. Mais si vous achetez une obligation d'un émetteur avec une très belle signature, AAA, ou d'État, bon, bah, franchement, votre obligation, l'émetteur ne va pas faire défaut et par conséquent, vous allez avoir un coupon qui va vous donner chaque année un rendement de 1,5, 2, 3% ou des fonds euros. Enfin, il y a plein d'actifs qui ne sont pas risqués. En revanche, quand vous allez sur les actions, retenez toujours ce que je vais vous dire maintenant. Chaque fois que vous placez 1 euro sur les marchés boursiers, vous acceptez de prendre le risque de perdre 7 euros. Alors, il y a des outils pour essayer de limiter la casse, mais au final, ça revient à ça. Donc, c'est pour ça que l'analyse sectorielle est intéressante, parce que quand vous êtes sur des secteurs qui surperforment, ben vous êtes sur des espèces de compartiments qui sont plus robustes que les autres à la baisse et qui vont à la hausse monter plus vite. Allez, il faut qu'on avance, Falco. Oui, on avance. Et juste que pour garder en tête, une dernière chose, c'est que Pascal, parce qu'on avait parlé de l'euro-dollar tout à l'heure, oui. Et Pascal nous demandait aussi si, voilà, Laurent pourrait nous faire un petit analyse sur l'euro-dollar, oui. Juste pour donner quelques scénarios, hein, très très vite, mais bon, on avance d'abord, c'est juste pour pas oublier le. Oui. Alors, et juste pour l'instant, oui. C'est beaucoup plus clair maintenant. Merci beaucoup, dit Thomas. Donc, merci bon, Thomas pour ce feedback. Et alors, on va continuer. Avec l'euro-dollar, bon, alors, l'euro-dollar. Non, tout de suite ou tu fais plus tard, l'euro-dollar? Tout de suite. Ah, bah. Allez. C'est que pour Pascal et tous les autres. On va le faire tout de suite parce qu'on a parlé tout à l'heure du lien entre l'euro et les indices. Donc, moi, je vous disais qu'effectivement, il y avait un niveau qui me semblait devenir problématique pour une continuation haussière des indices. C'est un niveau qui se situe entre 1,2450 et 1,2570, voire un petit peu plus haut. En fait, on sait pas. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas exactement quel est le niveau qui va déclencher une vraie aversion pour les actions européennes sur le cours de l'euro. Mais on va dire qu'à partir de 1,2570, ça commence à devenir problématique. Alors, l'euro-dollar, on en a quand même pas mal parlé dans ce webinaire à plusieurs reprises. Ceux qui sont avec nous chaque semaine savent que je suis bull euro-dollar. Ça veut dire que je suis acheteur d'euros, vendeur de dollars, et ça fait un certain temps que je le suis parce que j'ai des indicateurs techniques qui me montrent qu'il y a effectivement un momentum qui se met en place, ou qui est déjà en place depuis un certain temps d'ailleurs, sur l'euro face au dollar. Alors, on peut utiliser plein de moyens pour essayer d'évaluer le momentum. On n'a plus le temps de le faire. Ce que je voudrais simplement partager avec vous, c'est cette cible, hein, à 1,2450, 1,2570. On pourrait même monter sur une zone jusqu'à 1,27. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer qu'il y a une grosse zone ici de résistance. Regardez, si on se met en ligne de clôture, regardez, on arrive maintenant sur une zone qui va être une zone de bataille. Alors, qu'est-ce que c'est une zone de bataille? En fait, c'est une zone où qu'est-ce qui caractérise en fait cette appréciation de l'euro face au dollar? C'est le fait que ce sont les acheteurs d'euros qui ont le marché en main. Okay, donc, il y a un déséquilibre dans le rapport de force. Il y a un
le camp des acheteurs d'euros est beaucoup plus fort que le camp des vendeurs. Mais en fait, ce rapport de force, il n'arrête pas d'évoluer. Et quand on arrive sur des zones de résistance, dans le cas d'une hausse, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont déjà longs, c'est-à-dire les acheteurs, ils ne vont plus continuer d'acheter puisqu'ils arrivent sur une zone de résistance et puis que surtout eux, à quoi ils pensent? Ils pensent à prendre leur gain. S'ils prennent leur gain, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils deviennent vendeurs. Et donc, l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, il va continuellement évoluer. Quand on est dans des phases 3 de progression, pour ceux qui aiment Elliott, ça veut dire que la pression vendeuse est complètement asphyxiée par l'appétit pour le sous-jacent. Et puis quand on arrive en fin de vague 5, ça veut dire qu'en fait, on a des opérateurs qui ne pensent plus du tout à continuer à acheter, mais qui au contraire sont en train de se poser la question si ce n'est pas le bon moment pour vendre. Et donc, ils vont commencer à vendre. Et donc, il y a des autres opérateurs qui se disent, mais en fait, ils ont raison de vendre. On a fait une 5 de 5, on est sur une résistance, donc peut-être que ça serait opportun de shorter l'euro face au dollar. Et donc, ça va faire plus de pression vendeuse qui va rentrer sur le marché. Et donc, il va y avoir cette espèce d'effet de cascade qui va faire qu'on a d'abord ceux qui prennent leurs gains, et puis on a ceux qui commencent à shorter, et puis ça va faire que finalement, le courant acheteur va disparaître et que la tendance va repartir dans l'autre sens, soit pour consolider, soit pour véritablement se retourner. Donc, l'euro-dollar, il y a un gros niveau entre 1,2450 et 1,2570. Ça m'étonnerait qu'on le franchisse du premier coup. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est de voir l'euro progresser jusqu'à 1,30. Autrement dit, voir 1 euro égale 1,30 $ en 2018, ce n'est pas un scénario que je considère comme fantaisiste maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais ce n'est pas du tout à exclure. Si effectivement ça se passait, ça poserait quand même un problème pour les equities européennes de progresser. Cela dit, mais je suis obligé de vous le dire parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, si on a un euro qui est très fort, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va avoir un dollar qui est très faible. Si on a un dollar qui est très faible, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va avoir des actions américaines qui vont profiter de cette faiblesse du dollar, par exemple, pour leurs exportations. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir un S&P qui va continuer de monter, ou en tout cas qui ne va pas baisser. Donc, en synthèse, ça veut dire que si on a un S&P qui reste fort, ça devrait être un facteur de soutien pour les actions européennes. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que jusque l'euro peut rester fort et ça peut ne pas déclencher immédiatement des ventes sur les actions européennes. En revanche, si on arrive entre 1,25 et 1,30, là pour le coup, même si ça aide, ça soutient le S&P, je ne vois pas du tout comment les actions européennes pourraient continuer de monter. Voilà. En fait, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que c'est toujours très important d'essayer d'avoir une vision globale des marchés. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la somme d'argent n'est pas infinie, donc il va y avoir des arbitrages qui vont être faits continuellement. Donc ça veut dire que si on a effectivement une devise qui devient trop forte, ça va avoir une conséquence sur les taux, les obligations, les actions. Et donc, c'est bien d'avoir une lecture intermarché et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe partout, mais ne pas regarder les actions en vase clos, dans son aquarium, en faisant fi, en fait, de tout ce qui se passe à côté. Il faut regarder ce que fait l'euro, parce que ce qu'on a vu en début d'émission, c'est qu'un euro fort ou un euro trop fort, ça ne veut pas dire que les actions vont se retourner, mais ça veut dire qu'elles vont avoir du mal à continuer de progresser. Et donc, c'est important de savoir ce que fait l'euro. Quelle heure il est? Il est 7 heures. Déjà 7 heures? Eh oui. Oui, mais tu sais très bien que c'est le seul webinaire en France où 1 heure de 1h15 en fait. D'accord. Donc on continue encore quelques secondes, Allez. minutes avec vous. Alors, écoutez, puisqu'on va continuer ensemble, moi j'ai envie de vous montrer voilà, des charts où vous allez réfléchir un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé depuis 1 heure, et donc maintenant c'est à vous de bosser un petit peu. Alors, ça, c'est une question qui a été posée par l'un d'entre vous, et je dois commencer mon discours en le remerciant, parce que je ne connaissais pas cette société qui s'appelle Bélier. Donc, merci Pascal. Exactement. Non, Pierre, pardon.
Pierre. C'est Pierre qui nous a parlé de… Qui est d'ailleurs très content, en fait, quand on regarde son action. Alors, non seulement on va regarder votre action, Pierre, mais vous allez bosser sur votre action. Donc, vous avez à l'écran donc Bélier. Je vais aussi la mettre, attendez, en court terme. Ouais, France, là. Hein. Ouais, ça. Voilà, on est sur Bélier. Ouais. Alors, déjà, je vous pose une première question. Alors, il faut juste savoir que Bélier est en train de faire un plus haut historique. Et puis, alors, vous le voyez, hein, on était à 6, on est à 56. C'est juste, c'est de la balle. C'est un super champion, Bélier. Alors, première question. Bah, si on possède du Bélier en fond de portefeuille, quel est le niveau d'invalidation de cette tendance de moyen terme? Première question. Je vais zoomer un petit peu parce que je veux que vous voyez bien. Et je veux que vous preniez le temps, quelques secondes, de regarder le chart et que vous me disiez, alors j'espère que vous voyez bien les prix. Il y a Uber qui dit 48 500, donc ça veut dire à mon avis 48,5. 48,5, c'est voilà. des euros. Et sinon 42,50, 38% de rétracement Fibonacci, 46, 42, 42, 46, 42, 42, 42, 5. Ok. 46 ou 43. Alors, la réponse. Qui a gagné? La réponse, chers auditeurs. C'est. Aïe, 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 aïe. Attendez. Je fais durer le suspense. Alors, la réponse, regardez. Et la réponse, c'est 46. 46. C'est sous 46. C'est-à-dire qu'on peut même faire ça comme ça. On a un petit range ici, ok? Alors, je vais repasser. On a une progression et là, on a Bélier qui est resté en fait sous ce sommet depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, ok? On était dans un range. On est sorti du range. On a fait un pullback pendant 2 semaines, c'est-à-dire ici, et puis après, on est reparti à la hausse. Ça veut dire que on a une zone ici, entre 45 et 46, qui ne doit pas être réintégrée à moyen terme pour conserver un biais haussier. Okay? Donc, le niveau d'invalidation, le premier niveau d'invalidation de la tendance, c'est entre 45 et 46. C'est-à-dire que une fois qu'on est sorti de manière aussi belle de ce trading range, qu'est-ce que ça signifierait si on n'avait pas de polarité sur cette résistance qui devient support et si on avait des acheteurs qui n'étaient pas capables de défendre le support et qu'on retournait dans le trading range? Ça serait quand même pas bon signe. Ça voudrait dire qu'il y a un changement, il y a une évolution négative sur le titre. Donc ça veut dire au final que cette polarité et ce retour et ce range, c'est en fait la première limite qui ne doit pas être réintégrée pour conserver un biais haussier. Okay? Donc la question, quel est le niveau d'invalidation de la tendance? Ben, le niveau d'invalidation, c'est le niveau à partir duquel on n'est plus haussier, on repasse neutre. Eh bien, si on casse les 45 €, moi je repasserai neutre, parce que je considérerais que ce n'est pas bon et que en fait, le momentum a été endommagé. Deuxième question. Que nous dit le RSI? Alors, le RSI, il est à 87. Il nous dit 2 choses, le RSI. Surachat, dit Marc. Exactement. Le RSI, il est fort. Il est suracheté. Le RSI, il est suracheté. Quand le RSI est suracheté, ça veut dire que, encore une fois, on est allé trop haut, trop vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça ne veut surtout pas dire que le marché va se retourner à un RSI qui est suracheté. La première chose, ça veut dire que le marché, la hausse est forte. C'est un signal de force. Un RSI en surachat, c'est un signal de force. La deuxième chose que ça nous dit, c'est qu'a priori, ce n'est pas le moment d'acheter. Parce que justement, on est allé trop haut, trop vite. Ça veut dire qu'il faut mettre la valeur dans votre watch list, c'est-à-dire la liste des valeurs que vous surveillez, et vous devez chercher un timing
pour rentrer sur le cours. Moi, j'achèterais certainement pas Bélier maintenant. C'est beaucoup trop tard. Il fallait acheter Bélier ici. C'est-à-dire que il fallait acheter Bélier quand on sort du range, qu'on voit le premier rejet à l'intérieur du range, qu'on voit le deuxième rejet à l'intérieur du range, qu'on voit une bougie d'hésitation et que là, on voit une très belle bougie blanche qui va englober la semaine, les 2 semaines, les 3 semaines, les 4 semaines précédentes. Donc là, ça veut dire qu'il y a un retour des acheteurs. Ça veut dire que payer Bélier sur 48, ça avait du sens. Mais payer, là je vous parle de trading, hein, je ne vous parle pas d'analyse technique. L'analyse technique a dit que la tendance, elle est haussière. Mais regardez où il est votre stop. Il est à 46, on est à 60. Donc ça n'a pas de sens de prendre un risque pareil. Donc ça veut dire que le RSI suracheté, ça veut dire que la tendance est forte, mais ça veut dire que vous devez être patient et discipliné et chercher des points, donc attendre des points d'achat où le marché sera moins suracheté. Laurent, il est 7h06. Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore un peu. Oui, quand même, je suis d'accord. Alors, où est le prix par rapport à la moyenne mobile? Le prix, la clôture, elle est là, la moyenne mobile, elle est là. Le prix, il est très loin de la moyenne mobile. Ouais, c'est ce que dit Henri. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le prix est très loin de la moyenne mobile? Ben, ça veut dire que vous risquez, si vous rentrez maintenant, d'avoir un retour de manivelle selon le principe du retour à la moyenne. C'est-à-dire que quand le prix est trop écarté de sa moyenne, eh bien, il va retourner sur sa moyenne. Pourquoi? Parce que justement, il est suracheté. Qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'un actif est suracheté? Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des opérateurs qui vont prendre leur profit. Et ils ne sont pas négligeables, rien qu'avec cette dernière patte haussière. Donc ça veut dire que quand on s'écarte trop de la moyenne, eh ben on va retourner dessus. Et quand on a un prix qui est aussi loin de la moyenne que là où il est actuellement, ça nous dit encore une fois qu'il y a beaucoup de momentum. Donc ça veut dire que Bélier c'est intéressant, mais que du point de vue du timing, on n'a pas d'intervention à recommander tout de suite, que c'est pas du tout justifié de le faire. Donc, il y a Jacqueline qui pose la question, si on veut acheter et mettre un ordre à 46, 51, 14. Et bien alors, si on veut le faire, c'est super, mais le problème, c'est qu'on risque de jamais être exécuté, parce que c'est tout à fait possible qu'on retourne jamais sur cette zone. C'est tout à fait possible qu'on retourne jamais près du stop d'invalidation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Jacqueline, dans ces cas-là? Eh bien, premièrement, on reste calme et on se dit, j'ai raté le train, donc je vais attendre la prochaine station. C'est quoi la prochaine station? Ben, je vais attendre d'avoir une figure de consolidation qui se crée. Je vais attendre d'avoir plus de mouvements à venir sur le prix pour pouvoir mettre un stop beaucoup plus court. En tout cas, si on reste sur cet horizon de temps-là, on est obligé d'attendre, de voir ce qui va se passer pour pouvoir avoir un stop plus serré. Ce qu'on peut faire également, c'est passer en court terme, c'est-à-dire descendre d'un horizon de temps et d'essayer de voir si, sur un horizon de temps inférieur, on a une opportunité qui pourrait se présenter. Alors regardez, là, en court terme, ben, on n'a que des bougies vertes, quoi. C'est-à-dire que c'est assez hallucinant. On n'a aucun vendeur sur Bélier. On n'a que des gens qui payent non-stop. Ça fait depuis début décembre qu'il n'y a pas, depuis début décembre, il y a eu 2 bougies rouges, elles sont microscopiques. Ça veut dire qu'il y a un appétit, pour reprendre la question de notre auditeur tout à l'heure, il y a un appétit pour le sous-jacent qui est juste considérable. Alors le problème, c'est que quand il y a trop d'appétit, il n'y a plus d'appétit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme au déjeuner, en fait, non? En fait, ce qui se passe, Falco, c'est que quand tout le monde... Pourquoi les prix montent en bourse? Parce que c'est un système d'enchères. C'est-à-dire qu'il faut toujours des nouveaux entrants qui payent le titre. Mais quand on a une progression depuis décembre, qu'est-ce que ça nous montre? Que tout le monde a déjà acheté Bélier. Donc, la probabilité de voir encore des nouveaux entrants payer le titre sur ces niveaux est assez faible. Ça veut dire qu'en fait, on arrive dans un contexte que les anglo-saxons appellent le blow-off, qui est en fait le pendant positif du sell-off, qui est la capitulation. Autrement dit, là, le risque, c'est de ne plus avoir d'acheteurs parce qu'ils sont tous déjà longs. En fait, tout le monde a déjà acheté Bélier. Donc, comme il n'y a plus personne qui reste pour acheter le titre,
eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va consolider. Alors, où est-ce qu'il pourrait consolider à court terme? Ben, il y a ce petit niveau-là, à 54, qui pourrait être éventuellement une zone d'achat. Alors, c'est vraiment, Et si pas à on veut, 49? Non, 49, non? ben, 49, c'est un peu loin. Oui, mais on Ouais, risque de jamais y retourner, Falco. ouais, bon, Oui, ok, très bien. 49, c'est le prix idéal. Mais si vous voulez participer, le problème, c'est que vous risquez de ne jamais revoir Bélier sur 49. Parce que si, et je vous assure que ça arrive sur certaines actions, parfois, il y a un tel appétit pour le titre, pour des raisons, pour des bonnes raisons. Alors, il y a des raisons psychologiques, il y a le désir mimétique, c'est-à-dire que tout le monde en a, donc j'en veux. Je vois que le titre, il prend 10% toutes les semaines, donc moi aussi, je veux participer. Je ne comprends rien aux fondamentaux de l'entreprise. À la limite, ça ne m'intéresse même pas. Je vois que ça monte, je participe. Okay, c'est ce qu'on appelle la finance comportementale. C'est le biais moutonnier. Vous êtes un mouton, vous voyez que ça monte, et ben vous montez avec tous les autres. Voilà. Ça, mais je veux dire, je suis très sérieux, hein, ce sont des biais qui ont été reconnus par les chercheurs et qui ont une incidence sur les marchés. Bon, Bon, Pierre est très content parce qu'il a déjà acheté en fait. je sais. Donc, il dit qu'il va prendre ses bénéfices. Je suis désolé, mais Oui. on est parti sur Bélier là depuis quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait faire encore SAP? Parce que déjà la semaine dernière, Oui, okay. on n'a pas fait SAP. On a dit à Pascal, on va faire la semaine prochaine. Mais si on ne fait pas SAP aujourd'hui, je crois que Pascal ne va jamais avec nous de nouveau. Ouais, mais vous savez, moi, quand je parle des marchés, je peux vous en parler jusqu'à minuit. Voilà, exactement. Donc, bon, tu as raison, Falco. Ma femme ne sera pas très contente, mais bon. Bon, alors, SAP. Encore avec vous. SAP, ce que j'ai écrit sur le chart, bon déjà, on a fait un plus haut historique hein, ici, faut le savoir. Ce plus haut historique, il est un petit peu décevant parce qu'on l'a fait, puis tout de suite, on a réintégré. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu des acheteurs en mesure de garder les prix au-dessus du précédent sommet. C'est pour ça que c'est super important, les polarités. C'est pour ça que quand vous avez une résistance qui est dépassée, le fait qu'elle devienne support, c'est important parce que ça veut dire que tous ceux qui ont vu le sommet dépasser, eh bien en fait vont se dire mais le fait qu'on retourne sur cet ancien sommet, c'est une opportunité pour moi de rentrer sur le marché. Or c'est pas ce qui s'est passé sur SAP. On voit qu'on réintègre le range. Alors premièrement, on a un sommet qui a été marginalement plus haut. C'est pas génial puisqu'on réintègre le sommet précédent. Deuxièmement, on a enfoncé la moyenne mobile. Alors vous me direz, ici aussi on l'a enfoncé. C'est pour ça que c'est super intéressant les moyennes mobiles. Parce que quand vous voyez que la moyenne mobile, elle sert de support dynamique, ça veut dire que le momentum, il est intact. Quand vous voyez que le prix, il va casser la moyenne mobile, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est abîmé. Ça veut dire que le fait que les acheteurs, ils n'ont pas été en mesure de défendre la moyenne mobile comme ils l'ont fait ici, ça veut dire qu'il y a une pression vendeuse qui est en train de rentrer sur le marché et donc il y a une dégradation du momentum. Ça ne veut pas dire que la tendance va se retourner, mais ça veut dire qu'il y a une différence de rythme et c'est ça ce que vous devez reconnaître entre ce qui se passe ici et c'est ce qui s'est passé pendant toute cette progression ici. Donc la moyenne mobile, il faut toujours la regarder, surtout quand elle arbitre bien les creux et les sommets, parce que quand elle les arbitre plus, eh ben, c'est un signal à lui tout seul. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur SAP. On a cassé, on a réintégré, et là, on recasse. Donc, ça veut dire qu'on rentre en conso. Là, on n'était pas du tout en consolidation. Le fait qu'on casse la moyenne mobile, ça veut dire qu'on rentre en consolidation, qui pour le moment est une consolidation haussière. On a un RSI qui est sur 40. Ça veut dire que c'est toujours boule, mais ça veut dire que ça commence à prendre un petit peu de plomb dans l'aile, qu'il y a une certaine fatigue qui rentre sur le marché. Et donc, le niveau à surveiller maintenant, c'est 86. Je suis positif moyen terme sur SAP tant qu'on reste au-dessus de 86. Ça veut dire qu'on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre. En revanche, si on casse 86, ça veut dire, c'est ce niveau de support, Falco ici, si on casse 86, ça veut dire que là, pour le coup, on frappe pour la première fois un creux plus bas que le précédent. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus négatif qui est en train d'arriver. Il y a Jean-Paul qui dit quelque chose de très intéressant, je trouve, parce qu'il dit c'était le cas en juillet, donc c'est avec la moyenne mobile qui cassait et tout ça, oui. Et ça a monté quand même. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Quand le prix va casser une moyenne mobile qui auparavant servait de support, ça ne veut pas dire que le sous-jacent va baisser, mais ça veut dire que le momentum, qu'est-ce que c'est le momentum? C'est la vitesse. Ça veut dire que la vitesse à la hausse est en train de baisser. Ça veut dire que la vitesse moyenne de progression, c'était 50 km/h et que maintenant, la vitesse de progression, c'est 30 km/h.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'on passe de 50 à 30? Ça veut dire qu'il y a des ventes qui rentrent sur le marché. C'est parce qu'il y a des vendeurs que le prix a du mal à garder son rythme de progression. Donc, la rupture de la moyenne mobile, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a pour la première fois un risque de consolidation qui apparaît sur le marché. Quand vous êtes comme ça sur SAP, il n'y a pas de risque de consolidation. D'ailleurs, quand ça consolidait, vous voyez, ça avait cassé la moyenne mobile. À partir du moment où le titre progresse et où la moyenne mobile sert de support, ça veut dire qu'on est dans un mouvement, dans une tendance qui est forte, dans un mouvement directionnel qui est fort. À partir du moment où on va casser la moyenne mobile, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que le titre va se retourner, mais ça veut dire qu'on passe de tendance haussière à consolidation possible. La consolidation, c'est ce qui suit la tendance, et ce qui suit la consolidation, c'est peut-être le retournement de tendance. Donc ça veut dire que maintenant, SAP, il faut regarder, le prix le plus important pour moi sur ce chart, c'est 86. Tant qu'on reste au-dessus de 86, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance haussière neutre. Si on casse 86, ça veut dire qu'on va avoir de la pression vendeuse qui rentre sur le marché, donc qu'il y a un risque baissier qui apparaît, donc qu'on peut retourner sur 75, entre 80 et 75. C'est ça ce que ça veut dire. Tout ça, ça ne veut pas dire que ça va retourner à 75 ou 80, mais ça veut dire que les probabilités s'ouvrent pour que ça se passe. Et donc, si vous êtes long, autrement dit, si vous possédez du SAP et que vous avez pris toute la hausse, mais laissez les autres se débrouiller avec le marché et vendez sur la rupture. Comme ça, vous loquez des gains et vous ne laissez pas le marché vous reprendre tout ce que vous avez gagné. Ce niveau à 86, il est vraiment important. Il ne faut pas qu'il soit enfoncé. Laurent, il est 19h17, je suis désolé, mais je crois et nous, il y a quasiment à la fin de notre émission. Absolument. Et je voulais juste vous citer et annoncer quelque chose pour la semaine prochaine, parce qu'il y a Roger qui dit « Bonjour, General Electric et Engie sont très intéressants sur les 15 derniers jours ». Et aussi Christophe qui dit aussi « Merci pour cette analyse sectorielle, passionnant ». Voilà, je m'intéresse sur General Electric qui n'est pas traditionnellement un canard boiteux, dont les parcours n'est pas en ligne avec les secteurs industriels. Est-ce que c'est plutôt un conglomérat maintenant? Donc, je crois qu'on pourrait faire une analyse sur General Electric la semaine prochaine, non? Oui, mais alors attention, hein, parce que ce qu'on a regardé, Falco, cette semaine, c'était le secteur industriel européen. Ah. Et General Electric, c'est le secteur industriel américain. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas positif sur le secteur industriel américain. D'ailleurs, je ne le suis pas. Mais il peut y avoir beaucoup plus de force à la hausse sur le secteur industriel européen qu'aux États-Unis. C'est une possibilité. Donc, c'est bien à dire. Donc, on a regardé toujours les secteurs européens aujourd'hui. Oui. Ah oui, 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 oui. On a regardé les secteurs, absolument. Hein. On a regardé les secteurs européens aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que c'est vrai que ce webinaire, c'est la revue technique des marchés, mais même si on ne voit pas tous les sous-jacents sur lesquels on nous interroge, je pense que c'est aussi important de vous donner des clés de lecture en analyse technique. Alors c'est vrai qu'on passe un petit peu de temps dessus, mais encore une fois, le but de ce webinaire, c'est pas de vous dire tel sous-jacent va faire ceci ou va faire cela. Le but de ce webinaire, c'est qu'un jour vous n'ayez plus besoin de regarder le webinaire parce que vous saurez tout seul. Alors on aura progressé d'ici là, mais l'idée c'est un peu ça, quoi. Il faut que vous deveniez autonome. Hein, moi, mon rôle et ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de devenir totalement autonome et qu'un jour, vous me contredisiez et que vous ayez des arguments différents des miens et que ce soit d'excellents arguments techniques, parce que c'est là où ça devient intéressant. Donc, moi, mon but, c'est vraiment aussi, en plus de la revue, de vous donner des clés de lecture. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en 1 heure, parce que c'est quand même très très court, 1 heure, tout couvrir, mais on continuera la semaine prochaine. Et sinon, aujourd'hui c'était 1h17 en fait, 1h18, 1h20 maintenant. 1h20. Pour passer plus de temps avec Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire le 27 janvier? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'était 27 janvier, non, ou pas? Oui, alors effectivement, merci Falco. Le 27 janvier, c'est une grande journée pour l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, que je représente, vous l'avez compris. Et c'est une journée importante parce que c'est une journée porte ouverte. Donc, il va y avoir 4 ateliers. Voilà, c'est samedi après-midi. Alors, on l'a fait le samedi après-midi pour justement avoir un petit peu plus de temps.
Donc, c'est vrai que ça va peut-être empiéter sur ce que vous aviez prévu comme temps de loisirs ou passer avec votre famille, etc. Mais ça va être une journée exceptionnelle parce qu'on va parler de rotation sectorielle avec quelqu'un qui est très fort sur le sujet. On va parler de thèmes d'investissement à privilégier en 2018. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On va parler de comment mettre en place un plan de trading et on va également faire un diagnostic technique sur les principaux actifs à moyen terme. Et puis surtout, il y aura un cocktail à la fin, Falco, avec du champagne. Donc ça va être très, très, très sympa. Alors, pour savoir où est-ce que ça va se passer, vous allez sur le site afat.com. J'ai le temps d'une minute. Bien sûr, allez, le temps. On est déjà à 19h20, donc alors, 21, regardez, c'est bon, on a le temps. Je vous remontre très. Oui, on n'est plus à 2 minutes près. Non, non, voilà. C'est bon. Donc, vous allez sur le site de l'Association française des analystes techniques, c'est AFAT, et vous avez ici Porte ouverte 2018. Vous avez, en cliquant sur Porte ouverte, on peut s'inscrire là-bas. Voilà, vous avez tout le programme, et puis surtout, vous avez le lien. Et si vous cliquez dessus, eh ben, vous pouvez vous inscrire pour la journée porte ouverte. Voilà, donc je vous encourage vraiment. Donc, Laurent vous attend tous. Voilà, absolument. Et qui ne vient pas, il n'y aura plus d'analyse après. Donc, venez le voir. Et puis, c'est pas que moi, hein. Il y aura d'autres analystes, évidemment. Après, il y aura d'autres très bons analystes. Après tous ces commentaires dans le chat et ce webinaire, j'ai l'impression que les gens viennent voir notre star Laurent Haby, le président de l'AFAT, tous les jeudis soirs, ici, BNP Paribas. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette super webinaire encore une fois. Merci pour toutes ces questions, votre participation active à ce webinaire. Merci à tous. Et voilà, je dis à la semaine prochaine. Absolument, à 18h. Voilà, pour un nouveau non. Oui, c'est ça, webinaire, absolument. Technique des marchés. Bonne soirée à tous. Exactement. Au revoir.